Bienvenue à tous dans ce webinaire, c'est ce nouvel épisode des rencontres de Training You, un épisode, comme je l'ai dit, un petit peu spécial, où je vais parcourir une étude de cas basée sur le feuilleton de l'année 2022, c'est le rachat de Twitter par Elon Musk. Avant de passer concrètement au cas, quelques rappels sur Training You. Moi, je m'appelle Guillaume Pommier, je suis diplômé de Sciences Po Strasbourg et de l'ESSEC. Quand j'étais à l'ESSEC, j'ai réalisé 2 stages en M&A. Le premier au sein d'une petite boutique small cap qui s'appelle Pramex International, qui réalise les deals small cap cross-border pour le groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. Ensuite, j'ai fait un stage de 6 mois en large cap au sein de la Deutsche Bank à Paris. Et ensuite, j'ai intégré directement en CDI l'équipe TMT de la Banque Lazare, où j'ai travaillé pendant 2 ans, où j'ai rencontré Young Tae-Gwan, qui est aujourd'hui mon associé. On a cofondé Training You ensemble en 2019 sur la base du constat suivant, c'est le décalage qui existe entre les cours de l'école, qui sont bons, mais parfois un peu théoriques, et les exigences très concrètes, très pratiques des process de recrutement dans certains secteurs, dont le M&A. Et notre ADN, notre mission est non pas de remplacer vos cours, mais de les compléter avec des contenus spécifiques dédiés aux entretiens et aux compétences opérationnelles que vous devez maîtriser quand vous êtes en stage ou en CDI en début de carrière. On a formé plus de 6000 étudiants depuis notre lancement en 2019. La grande majorité a suivi notre plateforme en ligne, les cours sur la plateforme. On a une 50aine de partenaires, des assos étudiantes, des écoles et des entreprises. Et enfin, nos étudiants, nos alumni travaillent aujourd'hui dans plus de 200 entreprises du secteur. Vous avez quelques références ici. Le programme du jour, je vais aborder 5 points successivement sur le deal Elon Musk-Twitter. D'abord, le calendrier. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé depuis un an, quasiment un an. Il y a eu beaucoup de rebondissements et on va essayer de mieux comprendre ensemble les principales étapes qui ont conduit à la finalisation du deal en octobre 2022. Ensuite, je vais parler du rationnel. En fait, pourquoi Elon Musk a voulu racheter Twitter? Quelle était sa motivation principale pour réaliser cette acquisition? Troisièmement, on va faire une valorisation. Parce que grâce à cette valorisation, on va comprendre si le prix offert par Elon Musk pour Twitter est pertinent ou pas. Quatrièmement, on va parler des risques juridiques. Il y a beaucoup d'éléments qui auraient pu empêcher le deal de se réaliser. Pourtant, il a eu lieu et on va essayer de comprendre pourquoi le deal aurait pu ne pas avoir lieu. Enfin, le 5e point sera dédié à la stratégie, il sera rapide. On va essayer de comprendre qu'est-ce que va devenir le nouveau Twitter. Bien sûr, on ne va pas faire trop de prospection, mais on va essayer, à partir des allocutions, des conférences de presse de Elon Musk, de comprendre comment pourrait évoluer Twitter dans les prochains mois ou prochaines années. Alors, allons-y. Entrons dans le vif du sujet. Que s'est-il passé depuis un an? Le calendrier. Une opération comme celle de Twitter a inclus beaucoup de rebondissements depuis mars 2022. Elon Musk, il a débuté son offensive le 14 mars 2022 et il l'a officialisé début avril 2022. Vous avez sur la page un graphique qui représente l'évolution du cours de bourse de Twitter entre mars 2022 et octobre 2022, qui est un petit peu la période du deal. D'accord ? Vous avez la courbe bleue qui vous montre l'évolution de ce cours de bourse. Vous avez les barres en noir qui montrent l'évolution du volume d'échange sur le titre Twitter en bourse. OK. On peut séparer le deal en 3 grandes étapes, 3 grandes phases, si vous voulez. Je commence par avril, qui est l'offensive triomphante de Elon Musk. C'est des titres que j'ai, ce sont mes titres, ce pas forcément des titres qui viennent des communiqués de presse officiels des entreprises. Alors, le 4 avril, Elon Musk annonce publiquement qu'il a acquis 73,5 millions d'actions Twitter pour un montant total de 2,9 milliards de dollars. Et sur cette base, il détient maintenant 9,2% du capital, ce qui en fait évidemment l'un des plus gros actionnaires. Donc, c'est une surprise. Elon Musk a commencé à ramasser des titres
en bourse à partir du 14 mars, mais l'officialisation, comme je l'ai dit avant, intervient début avril. Le lendemain, le CEO de Twitter, l'ancien CEO qui s'appelle Parag Agrawal, annonce l'arrivée de Musk au board. Quand vous détenez ce type de participation au capital, quasiment 10%, généralement, vous avez une place au board. Le board, c'est le conseil d'administration et c'est celui qui définit les grandes orientations et la stratégie du groupe. Elon Musk intègre, dès le 5 avril, lendemain de son annonce, le board de Twitter. 14 avril, il va plus loin et il annonce sa volonté de réaliser une offre de rachat, donc une OPA, sur Twitter. Ce prix, il est à 54,2 $ par action et ça valorise le groupe à 43 milliards de dollars, les capitaux propres. Le 22 avril, Twitter, pour contrer cette OPA qui est hostile, vote une pilule empoisonnée. On va revenir après sur le concept de la poison pill pour empêcher cette prise de contrôle. En fait, quand vous faites une OPA, vous avez deux manières de le faire. L'OPA, elle est soit obligatoire. Si vous passez le seuil de, alors c'est 30%, généralement, ça dépend des pays, vous êtes obligé de lancer une OPA. Elon Musk, il n'avait pas 30%. C'est une OPA volontaire. D'accord? Sauf que l'OPA, si elle n'est pas recommandée par le board, elle est considérée comme hostile. Évidemment, le board n'allait pas recommander cette OPA, et donc elle était hostile, elle était non sollicitée. Okay, 24 avril, Twitter, finalement, contrairement à ce qu'on aurait pu penser 2 jours avant, va accepter cette proposition d'Elon Musk à 54,2 $ par action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que l'entreprise recommande l'offre et accepte. Ça, c'est ce qui s'est passé au mois d'avril. Vous avez les différents points en bordeaux sur le graphique qui vous montrent en fait les dates, les différentes dates que j'ai mentionnées. Vous voyez l'évolution du cours de bourse. L'évolution, bien sûr, du cours de bourse, elle est très haussière au moment où Musk va annoncer sa prise de participation et son OPA, parce que du coup, l'OPA se fait, le cours de bourse va atterrir à presque 54,2 $. Et après, au fur et à mesure que le marché a pensé que l'opération n'allait pas se faire, eh bien, ça a rebaissé pour finalement réaugmenter le 24 avril quand Twitter a accepté l'offre de Musk. Donc, vous voyez ici des variations boursières du cours selon en fait ce que pensent les marchés sur ce qui va se passer dans cette opération. Ça, c'est le mois d'avril, avril 2022. Entre mai et septembre, il y a beaucoup de rebondissements. Et j'ai nommé cette période l'été de tous les dangers, à la fois pour Musk et aussi pour Twitter, et notamment ses actionnaires. Pourquoi? Le 13 mai, Elon Musk décide, à surprise, de suspendre le rachat de Twitter. On va y venir après, mais pourquoi il le fait? Parce que dans la phase de due diligence, Twitter n'aurait pas respecté une des obligations contractuelles dans le pacte de vente, qui est en fait de fournir des informations sur l'ensemble des comptes, et notamment des faux comptes sur Twitter. C'est super important d'avoir cette information parce que s'il y a des bots, ça veut dire qu'il n'y a pas de personne derrière qui peut regarder la pub et puis Twitter se finance grâce aux annonceurs. Donc, Elon Musk voulait être sûr que ces faux comptes ne dépassaient pas plus de 5% des comptes totaux sur la plateforme. D'accord? Donc, il n'est pas content de ça, il n'a pas les informations qu'il veut, il suspend. Le 27 mai, les actionnaires de Twitter portent plainte contre Musk. Pourquoi? Parce qu'en fait, il manipule le marché, il manipule le cours de bourse et ça manipule leur valeur, la valeur boursière de leurs actions. Et vous voyez bien en fait le cours de bourse qui commence à baisser. Si vous êtes actionnaire de Twitter, vous êtes content au mois d'avril et vous êtes moins content au mois de mai et juin. Vous voyez bien, la courbe en bleu, elle baisse. Pourquoi elle baisse? Parce que là ici, si vous avez le point bleu, en fait, le premier point bleu, c'est le 13 mai. Quand Musk suspend son offre, forcément, le cours plonge. D'accord? Le 8 juillet, Elon Musk met officiellement un terme aux négociations pour le rachat de Twitter. Il avance que la plateforme n'a pas tenu ses engagements, notamment en matière de divulgation des faux comptes sur la plateforme. Enfin, le 13 juillet, Twitter annonce la poursuite d'Elon Musk en justice, devant la justice américaine, parce que justement, Twitter accuse Musk de ne pas tenir cet engagement. Donc, vous voyez ici ces rebondissements. On va détailler un peu tout ça après,
Vous voyez ici que le 13 juillet, on a un point bas dans l'évolution du cours de bourse de Twitter parce que, on va dire, ça sent assez mauvais. Non seulement ça sent mauvais pour le rachat de Twitter, et en plus, l'affaire va devant la justice américaine, devant la cour du Delaware, je vais venir plus tard. Alors ça, c'est l'été, et puis après, vous avez une troisième phase, octobre, le rachat sous la menace, un rachat sous contrainte. Pourquoi? Parce que, bon, Elon Musk, le 4 octobre, contre toute attente, va ressusciter son offre sur Twitter au prix convenu initialement au mois d'avril, qui est de 54,20 $ par action. Pourquoi? Parce que Musk comprend potentiellement, au fur et à mesure, que la justice américaine pourrait valider les poursuites de Twitter et qu'il serait contraint, finalement, de racheter le réseau social avec en plus une amende. Donc, sous la menace, potentiellement, on va essayer de comprendre si c'est vraiment sous la menace ou pas, il ressuscite son offre. Et le cours de l'action Twitter va être rapidement suspendu. 7 octobre, la justice américaine prend acte de cette nouvelle offre et va accorder un délai à Musk et Twitter pour conclure la vente. Ce délai-là, il y avait un délai de 3 semaines, jusqu'au 28 octobre. D'accord? Si le 28 octobre, il n'y a pas de deal, le procès commencera en novembre. Là, vous êtes quand même sur la menace judiciaire, notamment côté Elon Musk. Bon, 28 octobre, dernier jour possible, Elon Musk annonce qu'il a finalisé le rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars et les actionnaires de Twitter seront rémunérés au prix de 54,2 $ par action. Et vous avez ici, en fait, le cours de bourse. Donc, vous avez les points orange, encore une fois, qui représentent les différentes dates que j'ai mentionnées. Et le cours de bourse, je l'ai arrêté au 27 octobre, juste avant. Le marché avait quand même anticipé que l'opération allait potentiellement se faire, puisqu'il atterrissait à 53,7 $. Il y a toujours un petit risque, en fait, que ça ne se fasse pas. Et du coup, le cours de bourse, généralement, s'arrête légèrement un peu en dessous du prix de l'OPA, mais vient presque l'atteindre. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de Twitter. Voilà. J'ai essayé là, juste en 5 minutes, de vous raconter un peu l'histoire du deal avec les grands milestones. Et après, on va essayer de rentrer dans des considérations un peu plus sur le fond de l'opération. Alors, pourquoi Elon Musk a racheté Twitter? C'est ma deuxième question et c'est la question du rationnel et les motivations d'Elon Musk. Alors, il y a les motivations officielles et la motivation un peu officieuse. Je commence par l'officiel. Officiellement, Elon Musk veut favoriser la liberté d'expression sur Twitter et ça, il l'a précisé lors d'une conférence de presse qu'il avait organisée le 10 mai, un peu de temps avant de suspendre son offre. Concrètement, Elon Musk s'inquiète, il a le droit, mais il s'inquiète, de la liberté d'expression sur Twitter qui serait mise en danger par une modération trop stricte sur le réseau social. Il y a deux choses qui l'inquiètent particulièrement. La première, c'est l'algorithme qui ne serait pas transparent, notamment sur les informations que vous voyez apparaître en première page, donc c'est une information que l'utilisateur a directement quand il utilise le réseau social. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'il y a des expulsions définitives qui sont prononcées. Et puis, il y a le cas emblématique de Donald Trump, dont le compte a été suspendu sur Twitter. D'accord ? Je cite bien sûr ici Elon Musk, la liberté d'expression est le socle de la démocratie. Et Twitter est l'agora numérique au sein de laquelle sont débattues des questions vitales pour l'avenir de notre humanité. Ça, c'est, on va dire, les raisons officielles, d'accord? Les raisons démocratiques et orientées vers plus de liberté. Moi, j'apporte une autre raison un peu officieuse, c'est la mienne. Je pense qu'honnêtement, il y a un petit peu d'hubris dedans. Alors, l'hubris, c'est en M&A, c'est quand un actionnaire ou un manager veut en fait faire des acquisitions successives pour juste satisfaire son ego. Et Jean-Marie Messier, quand il était à la tête d'Universal, avant de fonder la boutique, Messier associé, a été souvent qualifié de hubris M&A parce qu'il a fait beaucoup d'acquisitions et il a mis en difficulté l'entreprise. On parle de l'hubris des managers, l'hubris des acquéreurs. Voilà. Donc, eux aussi, je pense qu'il y a un peu d'ego dans la volonté de Musk de racheter Twitter. Mais c'est un débat qu'on peut discuter ici. Troisième point, la valorisation. Bon, est-ce que le prix offert par Elon Musk est pertinent ou pas? Vous avez compris, le prix offert, c'est 54,2 $ par action. Comment on fait pour savoir si ce prix est pertinent? On fait une valorisation. On va nous faire une valorisation de Twitter et puis on va voir si on atterrit en dessous, au-dessus ou à peu près autour de 54,2 $. Alors, quelle méthode de valorisation
on peut utiliser. Bon, vous savez, quelques rappels théoriques, mais ici, il existe 3 méthodes principales pour valoriser une entreprise. Vous avez la méthode intrinsèque du DCF, Discounting Cash Flow. Ça consiste à calculer les cash flows futurs de l'entreprise et de les actualiser à l'aide d'un taux d'actualisation. Et vous avez les 2 méthodes analogiques, méthode des comparables, d'abord les comparables boursiers et ensuite les transactions précédentes. À côté de ces 3 méthodes traditionnelles, vous avez d'autres méthodes qui peuvent être utilisées régulièrement. Alors, vous avez des méthodes qui sont que pour les boîtes cotées, qui sont share price et target price, je vais y revenir. Vous avez la méthode du LBO. Généralement, c'est pour des boîtes non cotées dans le cadre de LBO, donc d'acquisition par un fonds de PI, qui c'est assez peu pertinent. Vous avez la sum of the parts, qui franchement est plutôt un mix de toutes les autres méthodes qu'une méthode en elle-même. Mais bon, on peut juste ici la mentionner pour l'exercice. Alors, concrètement, quelle est la valeur de Twitter? Moi, je vais utiliser 5 méthodes pour valoriser Twitter. Je vais d'abord commencer par 2 méthodes qui sont spécifiques aux entreprises cotées. Ça tombe bien, je peux le faire, Twitter est coté en bourse. La première méthode, ça va être de regarder l'évolution du cours de bourse de Twitter avant l'annonce, puis de faire une moyenne, très simple. Okay, c'est un data point comme un autre, c'est assez simple, mais on peut le faire. Finalement, c'est quand même le prix auquel s'achetait et se vendait l'action avant que Musk vienne déposer une offre. La seconde méthode, c'est que je vais aller regarder les cours cibles des brokers sur Twitter. Un broker, c'est quelqu'un qui suit régulièrement Twitter, sa stratégie, son actualité, et qui va en fait vous donner une recommandation sur le cours. Il va vous dire, moi je pense que c'est un peu surévalué ou sous-évalué, et il va donner une target price. Il va vous dire dans quelques semaines, moi je pense que c'est plutôt là que va atterrir la valeur du titre. Ensuite, je vais utiliser les 2 méthodes analogiques. Les comparables boursiers. Donc, je vais regarder comment sont valorisées des entreprises cotées comparables à Twitter. Et puis après, je vais regarder les transactions précédentes. Je vais essayer de voir quel prix ont été acquises des entreprises comparables à Twitter. Enfin, je vais réaliser un DCF. Donc, comme je l'ai dit juste avant, on va actualiser les flux de trésorerie futurs générés par Twitter. Allons-y. La première méthode, le cours de bourse avant l'annonce. Alors là, vous avez ici comme l'évolution du cours de bourse de Twitter, mais attention, ce n'est pas le même graphique qu'auparavant. Pourquoi? Parce que ce serait pas très pertinent de faire une moyenne sur un cours de bourse qui est perturbé par les annonces successives de Elon Musk. Et donc, pour être plus pertinent, il faut prendre une moyenne du cours avant les rumeurs, avant l'annonce et même avant les rumeurs. Donc, je me suis arrêté à fin mars. Parce que comme Musk a officialisé 4 avril, je m'arrête à fin mars. Je prends sur les 6 mois avant et je trouve une moyenne du cours de bourse de Twitter sur les 6 derniers mois avant l'annonce, octobre 2021 et mars 2022. Je trouve cette moyenne à $44. D'accord? Et ça va être mon premier data point, $44. $44, c'est la moyenne du cours de bourse de Twitter entre octobre 21 et mars 2022. Je répète, cours de bourse non pollué par les annonces avant les annonces. Okay. Deuxième méthode, c'est vous rappeler les brokers. Alors, ici, vous avez 3 choses. Sur cette page, vous avez d'abord un histogramme avec des barres entre octobre 21 et mars 2022. Sur ces barres, vous avez un bloc vert, un bloc orange, un bloc rouge. Vous avez un chiffre. Le chiffre, c'est le nombre de brokers qui recommandent de acheter le titre, vert, de rien faire si vous l'avez, donc pas vendre et pas acheter si vous ne l'avez pas, orange, ou de le céder si vous l'avez, ça c'est rouge. Donc c'est recommandation buy, hold ou sell. Ça, c'est intéressant, ça donne une indication. Et puis, vous avez ensuite 2 courbes. Vous avez la courbe rouge qui décrit l'évolution du cours de bourse de Twitter. Donc, c'est un petit peu la courbe que vous aviez avant. Et vous avez la courbe bleue qui décrit non pas l'évolution du cours de bourse, mais l'évolution des recommandations des brokers. Donc, sur les 30-40 brokers qui suivent Twitter, on fait une moyenne.
chaque broker donne un prix cible, puis on fait une moyenne. Donc, nous, on va peut-être regarder en fait quel était le cours cible des brokers juste avant avril 2022, donc fin mars, d'accord? C'était à 46 $. Bon, c'était assez proche finalement de la moyenne du cours de bourse sur 6 mois. Hein. J'avais 44 $, puis maintenant j'ai 46 $. Bon, ok, fine. Si je m'arrêtais là, ma valo, c'est 45 $. Hein. Bon, mais on va dire là, voilà. Deux méthodes. Première méthode, 44 $. Deuxième méthode, 46 $. On peut maintenant passer aux méthodes analogiques. Donc, la troisième méthode, c'est les comparables boursiers. Bon, il faut faire deux choses. Il faut d'abord trouver des entreprises qui sont comparables à Twitter. Alors, les critères de comparabilité qui sont régulièrement utilisés, c'est bien sûr le même business, le secteur d'activité, la taille, la géographie, potentiellement sur les mêmes marchés, et quelques indicateurs financiers, comme la rentabilité, l'évolution de la croissance sur les dernières années. Bon, nous, on ne s'est pas trop pris la tête. On a pris en fait des réseaux sociaux, comme Twitter. On a pris Snapchat, Alphabet, qui est la maison mère de Google. Il y a Facebook et Pinterest, et j'avoue que je ne sais plus le vert. Un réseau social, d'accord. Je ne l'ai plus en tête. Bref, donc c'est des réseaux sociaux qui opèrent sur finalement un marché mondial, un peu comme Twitter. Et ensuite, il faut choisir le multiple. Alors, nous, on a pris deux multiples, EV sur revenu, EV sur chiffre d'affaires, EV sur sales et EV sur EBITDA. Évidemment, on prend des multiples qui sont calculés à partir des agrégats prévisionnels sur le futur. Donc là, on était en mars 2022, on prend en 2022 expected. D'accord? Vous avez EV sur revenu et EV sur EBITDA. Franchement, EV sur EBITDA est quand même beaucoup moins pertinent parce que parfois, ça peut être pas rentable pour certains réseaux sociaux. Et du coup, multiple négatif, comme le cas de cette entreprise N. Et puis, c'est assez peu pertinent parce qu'il y a des grosses variations d'EBITDA parfois dans la tech et dans les réseaux sociaux. Donc, moi, je vais plutôt garder EV sur revenu et je vais prendre la moyenne de ces différents multiples. Et je trouve que les entreprises cotées comparables à Twitter sont valorisées à un multiple moyen EV sur revenu de 5,2 fois. D'accord? 5,2. Gardez en tête, EV sur revenu, comparable boursier, 5,2. Ensuite, tu passes aux transactions précédentes. Là, j'étais un peu embêté parce qu'il n'y a pas quand même beaucoup de transactions sur des entreprises comparables à Twitter. On parle d'une entreprise mondiale énorme. Donc, moi, j'en ai pris 3. Ça peut se discuter, mais j'en ai pris 3, ça me semblait être les plus pertinentes. Alors, vous avez d'abord les 2 rachats de Facebook, par Facebook, de Instagram en 2012 et de WhatsApp en 2014. Donc ça, finalement, c'est des réseaux sociaux aussi, et ça peut être pertinent. Donc, si vous avez une troisième opération, un peu plus récente, en 2016, c'était le rachat de LinkedIn par Microsoft. C'est les 3 énormes opérations, ça me semble être les plus pertinentes dans ce cas-là. Alors, à chaque fois, il y a le prix. Donc, Facebook, Insta, c'était 1 milliard. Facebook, WhatsApp, c'était 19 milliards. Et Microsoft LinkedIn, c'était 26,2 milliards. Assez élevé. Et en fait, j'ai trouvé… alors, forcément, à l'époque, il n'y avait pas forcément des informations sur les chiffres d'affaires ou encore moins les EBITDA de ces entreprises, notamment Instagram. Donc, ce qu'on avait, ce qu'on a pu retrouver en fait, notamment des brokers qui suivent la tech, c'est le nombre de MAU, c'est Monthly Active Users. Donc, le nombre d'utilisateurs actifs sur le réseau social. Donc, elle avait 30 millions pour Insta, 450 millions pour WhatsApp et 105 millions pour LinkedIn. Attention, utilisateurs actifs. On ne parle pas des gens qui ont téléchargé l'application et qui y vont une fois tous les 2 mois. On parle de users actifs. Et en fait, j'ai divisé le prix d'acquisition par le nombre de monthly active users. Et ça donne, si vous voulez, un multiple de MAU en dollars. Combien de dollars, combien coûte l'utilisateur actif sur ce réseau social? Et vous aviez 33 $ pour Instagram, 42 pour WhatsApp et 250 pour LinkedIn. J'ai fait une moyenne à 108 $ par utilisateur actif. Ça, c'est mon multiple. Ce n'est pas un multiple financier, c'est un multiple sur un KPI opérationnel, le nombre d'utilisateurs actifs du réseau social. OK.
Je continue. Donc, on retrouve ici nos deux références. Comparable boursier à gauche, vous avez vu ici le multiple 5,2. Je l'ai encadré en bordeaux. Je vais bien sûr le rapporter au chiffre d'affaires de Twitter en 2022 qui était de 6 milliards et je trouve une EV de 31 milliards. J'ajuste des éléments du bridge, je trouve une equity value de 28,5 milliards. Je divise par le nombre d'actions de Twitter et je trouve un prix par action de 36 $. OK, ça c'est comparable boursier. Je passe sur la droite pour les transactions précédentes. Il faut que je retrouve mon 108 ici, 108 $ par utilisateur actif. Je le multiplie par le nombre de active users sur Twitter en 2021 expected, actuals. Je n'avais pas les chiffres en 2022, donc j'ai pris un actuals 2021. Et il y avait 330 millions d'utilisateurs actifs sur Twitter en 2021. Je multiplie par 108 et je trouve directement l'equity value. Vous vous rappelez, on comparait par rapport au prix d'achat. Le prix d'achat, c'est l'equity value, ce n'est pas les vies. Donc j'arrive à 35 milliards, 36 milliards. Je divise par le nombre d'actions, comme à côté, et je trouve ici un prix par action à 45 $. D'accord. Et là, on a fini les deux méthodes analogiques. Petit rappel ici, 44 $ sur le cours de bourse, 46 $ sur les brokers, 36 $ sur les comparables boursiers, un peu plus faibles, 45 $ sur les transactions précédentes. Bon, OK. Il reste quoi? Il reste le DCF. Alors, on y va pour le DCF. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? D'abord, il faut faire un business plan. Il faut bien sûr, si on va actualiser, DCF, c'est actualiser des flux de trésorerie futurs générés par l'entreprise. Bien sûr, il faut d'abord calculer les flux de trésorerie futurs. Et pour faire ça, il faut un business plan. Donc, il faut finalement forecaster l'ensemble des agrégats nécessaires au calcul des free cash flow futurs. Donc, ce business plan, il est fait en deux parties. Alors, vous avez un an d'historique en rouge, 2021. Ça, c'est les comptes de Twitter. Twitter coté, vous avez les comptes. 3 années, vous avez un business plan qui est basé sur les brokers. Donc, ce n'est pas moi, Guillaume Pommier, qui ai fait le business plan. C'est, par contre, moi qui ai été chercher des notes de brokers, donc des notes qui couvraient Twitter. Et les brokers, généralement, donnaient des prévisions financières. D'accord? Sur 3 ans. Donc, j'ai fait une moyenne de ces brokers et j'ai eu ces chiffres. Et ensuite, je me suis dit, bon, attention, là, sur 3 ans, c'est un peu trop juste pour faire un DCF pertinent. Donc, j'ai tiré le business plan sur 3 années additionnelles. Ça, c'est moi qui l'ai fait, mes hypothèses, et j'ai juste tiré la croissance, les tendances données par les brokers. OK? Donc, voici comment j'ai construit mon business plan sur 6 ans, entre 2022 et 2027. J'ai calculé mes free cash flow, donc EBITDA moins l'impôt calculé sur les bits, moins le BFR, moins le CAPEX, et je trouve des free cash flow. J'ai ensuite actualisé à l'aide du WACC. Donc, le WACC, je vous montre la page suivante, a été calculé avec la méthode du MEDAF, assez classique, où on va pondérer la moyenne du coût des capitaux propres, 8%, et du coup la dette 4%, et on a 7,7%. Donc, je ne rentre pas trop dans le détail, mais ces informations, toutes les hypothèses que j'ai utilisées pour calculer le WACC sont basées soit sur Damodaran, fichier de Damodaran, vous avez par exemple le bêta, vous avez l'equity risk premium qui est sur Damodaran, et sinon pour le risk-free rate, j'ai utilisé le taux auquel l'État américain s'endette à 10 ans, donc on appelle Treasury Note à 10 years, et pour le coût de la dette, le spread, c'était mon hypothèse, 5%. D'accord? Je ne rentre pas trop dans le détail. Si vous voulez que je rentre dans le détail plus tard, on peut le faire. Voici comment j'ai trouvé mon WACC de 7,7%. Je retrouve ici le WACC. Et puis ensuite, vous avez votre valeur terminale. La valeur terminale qui est calculée à partir du dernier flux de trésorerie disponible, auquel vous ajoutez un taux de croissance perpétuel, qu'on appelle le PGR, Perpetual Growth Rate. Il est à 2,5, c'est mon hypothèse, d'accord, tiré des chiffres d'inflation avant l'année dernière, d'accord, et de taux de croissance du PIB américain. OK, donc ensuite, vous regardez un petit peu l'encadré en bas. Si je fais la somme des free cash flow actualisés, je trouve 6 milliards. Je rajoute la valeur terminale, 34 milliards, c'est en dollars, les chiffres, pas en euros. Attention, c'est en dollars. Vous avez une EV à 40 milliards. Vous divisez encore, vous ajustez
avec les éléments du prix, vous trouvez une equity value à 37 milliards, on divise par le nombre d'actions et on arrive à un prix par action avec le DCF à 46,1 $. Je me suis permis de faire une petite analyse de sensibilité. Donc, si on varie à peu près le WACC et le PGR, quelle est l'évolution du prix par action de Twitter? OK? Donc, ici, je suis à 46,1 $ avec mon DCF. J'avance. Donc ça, on a vu cette page sur le WACC et maintenant, j'arrive à la conclusion de ma valorisation. Qu'est-ce que ma valorisation me dit? En fait, vous avez ici ce qu'on appelle un football field. Un football field, c'est un tableau, un graphique qui va récapituler les différentes valorisations obtenues avec les différentes méthodes utilisées. Moi, vous vous rappelez, j'ai 5 méthodes, cours de bourse, cours cible des brokers, comparable boursier, transaction précédente et DCF. Et en fait, j'avais ma valeur. Et j'ai fait un range avec cette valeur. Donc, j'ai un petit peu, par exemple, pour la moyenne du cours de bourse, j'ai enlevé ou ajouté 10%. Idem pour le cours cible des brokers. Pour les comparables boursiers, j'ai enlevé 0,5 multiple à la baisse ou à la hausse. Pour le prix, pour la moyenne pour le prix en fait des transactions précédentes sur 8 $, j'ai ajouté plus ou moins 10 $. D'accord? Et pareil, j'ai fait varier le WACC et le PGR pour le DCF. Ça veut dire que j'ai un range avec un point bas et un point haut. Et ça me permet, si vous voulez, d'avoir ce range de valorisation avec les différentes méthodes. OK? Voilà comment on construit le football field. Et j'arrive à une moyenne des différentes méthodes qui permet de valoriser le titre Twitter à 43 $. 43 $. Okay, vous vous rappelez en fait des différentes méthodes. 43 $, c'est la moyenne de ces différentes méthodes. Alors, est-ce que c'est pertinent? Alors, on va voir. Voici où se situe en fait notre valorisation par rapport à l'offre de Elon Musk. Donc ici, vous avez trois références. Vous avez d'abord la première référence en bleu, c'est le cours de bourse 1er avril. Fin mars, 1er avril. 39,3 $. Ça vous donne une equity value de 31 milliards. Après, vous avez la valeur de TradingView, la nôtre. Nous, on trouve 43,3, 43 $. Okay, on est à 35 milliards. Et puis Musk, lui, il offre 54,2. Donc, il est au-dessus de nous. Car il offre plus que nous. Et il arrive à 44 milliards. Okay, alors, qu'est-ce qui se passe? Finalement, nous, on n'est pas si mal que ça. On est un peu en dessous, mais pourquoi on est en dessous? Parce que lui, Musk, il a considéré dans son prix généralement les synergies. Les synergies, en fait, qu'il va pouvoir mettre en place avec la cible. Nous, on a fait une valorisation stand-alone. Moi, je n'ai pas forcément pris en compte le business plan d'Elon Musk dans mon DCF. Je n'ai pas forcément pris en compte les primes d'acquisition potentielles de Musk. Et ça, c'est lié aux synergies. Donc, la valo stand-alone, elle est à 43 $. Si je rajoute 20%, qui est à peu près une prime d'acquisition liée aux synergies, je ne suis pas très loin de l'offre de Musk. Donc, on est finalement sur quelque chose qui n'est pas si éloigné que ça. Et on peut dire, en prenant compte des synergies, et notamment de la prime qu'on doit mettre pour acheter en fait un titre en bourse, généralement, vous mettez une prime sur le cours de bourse, parce que sinon, les actionnaires n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt pour vous apporter leur titre. On est sur un prix qui est plutôt fair, d'accord, plutôt pertinent, plutôt classique par rapport à ce qui se fait sur le marché. OK? Ça, c'est la conclusion de notre valorisation. J'enchaîne avec mon quatrième point sur les risques juridiques. Alors, pourquoi le deal aurait pu ne pas avoir lieu? Plusieurs choses. D'abord, et Twitter a essayé de le faire, la cible peut activer des tactiques de défense pour contrer l'initiateur de l'offre. Quelles tactiques de défense peuvent être activées? Vous avez ce qu'on appelle la défense Fatman. Là, ça consiste à racheter d'autres entreprises pour devenir plus gros et donc se renchérir, augmenter son prix pour l'acquéreur. Deuxièmement, vous avez la méthode du chevalier blanc, qui consiste en fait à faire appel à un autre acquéreur pour vous racheter. Vous appelez un ami pour vous racheter parce que vous ne voulez pas être racheté par l'autre personne qui n'est pas un ami. Okay. Ensuite, vous avez la vente de ce qu'on appelle les joyaux de la couronne. Vous vendez des actifs qui sont très, très, très précieux pour l'acquéreur potentiel. Bon, là, ce n'est pas le cas, mais si vous avez une biotech qui vend ses brevets, elle ne va plus être très attractive. Bon, en même temps, vous vous dépecez, ce n'est pas génial, mais
au moins vous gardez votre indépendance. Et puis vous avez ce qu'a fait Twitter, vous avez la mise en place de pilules empoisonnées, poison pill. Alors concrètement, quelle était cette pilule a essayé de faire avaler à Musk Twitter? Donc, le conseil d'administration a voté en fait à l'unanimité une pilule qui avait cette clause suivante. En fait, cette clause permettait aux actionnaires actuels de Twitter, les existants, d'acheter des actions à un prix réduit, si et seulement si un actionnaire dépassait le seuil des 15% en capital, sans l'accord du conseil. Et c'est exactement en fait ce qui se passait avec Musk. C'est-à-dire que Musk, en fait, commençait à augmenter sa participation. Et donc, du coup, pour le contrer, on avait accordé cette facilité aux autres actionnaires qui étaient de racheter à un prix plus réduit que Musk les actions sur le marché. Donc, bien sûr, il y avait une dilution potentielle parce qu'il y avait plus d'actions à racheter pour Musk. Et donc, ça entraînait une hausse du coût de l'OPA. Alors, en France, juste pour référence, il y a une autre, c'est couramment utilisé. Et pour ceux qui ont suivi en fait les cas sur Veolia Suez, Suez avait aussi utilisé une poison pill contre Veolia qui était logé en fait sur l'activité eau en France dans une fondation aux Pays-Bas qui rendait plus compliqué sa cession. D'accord, donc finalement ça s'est résolu. Je renvoie au cas sur Veolia Suez, il est sur TradingView. Deuxième chose qui complexifie le deal, et un deal de cette taille, c'est le financement. Pour financer une opération à 44 milliards, il vous faut beaucoup de financement. Et en plus, l'offre de Musk, elle est en cash. Donc, compliqué. Comment trouver cette source de financement? En fait, pour financer un deal, vous avez potentiellement deux grandes possibilités. Soit c'est le cash, et du coup, votre cash, il vient soit de votre trésorerie existante, d'accord, le cash que vous avez en réserve, soit d'une nouvelle dette que vous avez souscrite auprès de créanciers, soit vous faites une augmentation de capital, vous allez vendre de nouvelles actions sur le marché, et puis en échange, les nouveaux actionnaires vont vous donner du cash. Donc, c'est les trois moyens, si vous voulez, de financer une opération en cash. Sinon, vous la financez en titre. Vous allez émettre de nouvelles actions, cette fois-ci pas sur le marché, à l'aveugle, si je puis dire, mais c'est réservé aux actionnaires du vendeur. Vous allez effectivement ici potentiellement donner des actions à Twitter, mais c'est pas très aux actionnaires de Twitter, mais c'est pas très pertinent. Donc, Elon Musk, il a utilisé le cash, notamment sa trésorerie existante et des nouvelles dettes. Nouvelles dettes, le financement donc de 43 milliards s'appuyait sur 25,5 milliards de dettes bancaires, dont 13 milliards de dettes seniors, 2,5 milliards en subordonnés. Alors, qui a participé à cette énorme pool bancaire? Plusieurs banques, notamment des grandes banques américaines. Il y avait 12 banques qui ont participé, vous avez les grandes banques américaines et françaises. On avait Morgan Stanley, Bank of America et Barclays qui étaient les plus exposés. Et on avait BNP Paribas et Société Générale qui ont eux aussi participé autour de table à hauteur de 1,4 milliard de dollars pour BNP et 875 millions de dollars pour Société Générale. En plus de ça, Musk aurait obtenu, mais on n'a pas encore forcément tous les détails, 7,1 milliards de dollars de financement auprès d'investisseurs, donc notamment des fonds de private debt. Donc, ce n'est pas de la dette bancaire, c'est de la dette institutionnelle. Vous aviez en fait Sequoia Capital, le trust du cofondateur d'Oracle, Larry Ellison, V-Capital, et même la plateforme d'achat de crypto-monnaies Binance, peut-être qui a réduit ce financement à la baisse avec les événements récents. Donc ça, c'était finalement la nouvelle dette. Donc, je récapitule, une opération à 43 milliards de dollars, et sur ces 43 milliards de dollars, vous avez 25 milliards apportés par de la dette, soit de la dette bancaire, avec ce pool de 12 banques, soit de la dette institutionnelle avec des fonds de private debt. D'accord? Et puis le reste, c'est apporté par la trésorerie existante d'Elon Musk. Elon Musk, il est assez riche, donc il peut apporter de la trésorerie, mais surtout, il a cédé des actions Tesla pour 9,6 millions, pour 8,4 milliards de dollars, pour justement pouvoir apporter du cash. D'accord? Alors, le reste. Comment, en fait, apporter le reste? Eh bien, Elon Musk a utilisé une technique financière qu'on appelle le nantissement, qui permet à un emprunteur, en fait, de donner en garantie, comme en gage, du patrimoine. Et du coup, il a garanti, en fait, ses actions Tesla. Si jamais, en fait, il ne peut pas rembourser la dette, si jamais il n'y a pas de financement, hop, eh bien, du coup, les créanciers vont devenir propriétaires de Tesla. OK? Donc, c'était ça, cette technique. Donc, vous aviez
un mix de dette et de trésor, avec en plus la technique du nantissement pour pouvoir garantir avoir des actifs en contrepartie de la dette en cas de non-remboursement. Troisième élément de risque. Donc, le premier risque, c'était la tactique de défense de Twitter qui n'ont pas marché. Deuxième risque était le financement, de ne pas l'avoir. Troisième risque, c'est le doute. Elon Musk lui-même se met un énorme doute sur sa volonté d'acquérir Twitter. Pourquoi? Parce que dans les deux diligences, en fait, comme je l'ai dit au départ, il ne voulait pas, il voulait s'assurer que les spams, donc les faux comptes, représentent moins de 5% des nombres d'utilisateurs. Pourquoi? Parce que en fait, la publicité est basée sur le nombre d'utilisateurs et c'est important pour maximiser le revenu du réseau social d'avoir beaucoup d'actifs. Donc, pourquoi il a fait ça? Soit il voulait utiliser ce sujet comme un moyen de se désengager de l'accord, ça c'est plutôt ce que pensait Twitter, soit il voulait poursuivre l'opération, mais il voulait remettre en question le prix et peut-être négocier un meilleur prix. Bon, ça reste ouvert. Et du coup, l'accord prévoyait, selon Twitter, une clause de dédit. Si jamais Musk en fait ne renonçait, il y avait au moins $1 milliard qui étaient payés, plus potentiellement les sanctions liées à la justice américaine. D'accord? Donc là, je vous ai mis ici en image un tweet de Elon Musk qui en fait avait fait un sondage sur Twitter sur le nombre de faux comptes. Okay? Bon. Quatrième point de blocage potentiel, la justice américaine. Twitter a saisi la justice américaine pour contraindre Elon Musk à respecter ses engagements et il y a eu une menace devant effectivement le juge du Delaware. Alors, pourquoi concrètement il y a eu cette menace? Quelles étaient les accusations de Twitter contre Elon Musk? Premièrement, retrait de l'accord pour des raisons non légales. Si vous vous retirez d'un accord en suivant une clause qui est inclue dans le pacte d'actionnaires, vous avez le droit de le faire. D'accord? Mais si jamais en fait vous le faites pour d'autres raisons, c'est illégal. Okay? Et du coup, vous pouvez être poursuivi en justice. Donc, selon Twitter, en fait, c'était plutôt la richesse de Musk qui avait un peu chuté et l'inquiétude sur les faux comptes était un prétexte pour se retirer de l'accord. Deuxièmement, Twitter accuse Musk de mener un interrogatoire à l'aveugle, je cite leurs mots, en demandant beaucoup trop de données sensibles sur les comptes. Donc, bon, il y a quand même un devoir de réserve. On peut bien sûr être actif, mais il faut aussi coopérer de manière intelligente et raisonnable. Et Twitter dénonçait cette pratique déraisonnable de Elon Musk. Troisièmement, Twitter accusait Musk de violer ce qu'on appelle la clause de non-dénigrement de l'accord. Pourquoi? Parce que concrètement, Musk commençait à critiquer publiquement le réseau social. Vous avez vu en fait le tweet que j'ai montré. Donc forcément, en fait, il y avait on va dire des critiques publiques et il y a même la Securities and Exchange Commission, la SEC, aux États-Unis, qui a ouvert une enquête sur ça. Quatrièmement, et c'est peut-être même le plus important en fait, notamment pour les actionnaires, vous perturbez le cours de bourse. Les annonces successives en fait nuisent aux actionnaires de l'entreprise. Vous avez vu l'évolution du cours de bourse, notamment à la baisse pendant l'été, et ça fait la valeur patrimoniale des actionnaires Twitter qui baisse. D'accord? Donc, conclusion, Twitter demandait à la justice d'obliger, de contraindre Elon Musk à respecter cet accord. J'ai mis la citation, parce qu'elle était assez savoureuse, je l'ai mis, des avocats de Twitter. En fait, l'avocat de Twitter, après s'être donné en spectacle public pour que Twitter accepte de considérer son offre et proposer puis signer un contrat de fusion favorable au vendeur, Musk croit apparemment qu'il a le droit contre toutes les autres entités soumises à la loi de Delaware de changer d'avis, de démolir la réputation de l'entreprise, de perturber ses opérations, de détruire de la valeur pour les actionnaires et de s'en aller. Voilà. Donc, c'est une citation qui résume en fait les principaux points que je vous ai mentionnés et qui était intégré dans le communiqué de presse d'avocat de Twitter au moment de la saisine de la justice en juillet 2022. Alors, dernière question rapidement sur la stratégie. Que va devenir le futur Twitter? Donc, est-ce que Twitter va subir un changement brutal de son modèle économique? Elon Musk a en effet annoncé le 21 janvier, donc c'est tout récent, un nouvel abonnement plus cher pour masquer les pubs. Donc un abonnement payant, un abonnement plus cher. Concrètement, est-ce que Twitter va devenir un réseau social payant?
on va essayer de comparer en fait le modèle actuel et le projet de Elon Musk. Donc, vous avez en fait en bleu, sur la partie gauche de la page, le modèle actuel. Quel est-il? Les revenus, comme beaucoup de réseaux sociaux, sont générés grâce aux publicités. Ça veut dire que les clients de Twitter sont des annonceurs. Ce sont des entreprises qui souhaitent mettre en avant leurs produits ou leurs services sur le réseau social. Vous avez de la pub quand vous parcourez votre fil Twitter. Le problème, c'est qu'en fait, les différentes décisions prises par Musk et le climat tendu au sein de l'entreprise ont fait fuir une partie des annonceurs, qui étaient un peu effrayés aussi par le retour de certains comptes interdits et le manque de modération. Donc là, en fait, ce modèle est… Musk aussi avance que ce modèle n'est pas rentable. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de déficits et qu'il faut cutter des coûts. Déjà, il y a une partie des salariés qui ont été licenciés pour retrouver de la rentabilité. Et puis, il y a aussi ce nouveau projet. Le projet, c'est quoi? Le projet, en fait, c'est que les revenus seraient générés en partie avec la publicité, avec des abonnements gratuits, mais en partie grâce aux abonnements payants. Et du coup, les clients de Twitter seraient un mix. Ça resterait un peu les annonceurs pour les plans gratuits et ça deviendrait pour partie le reste des abonnés pour le plan payant. Et Musk propose ce qu'on appelle Twitter Blue, qui est assez récent. Et c'est entre 8 et 11 dollars par mois, selon le mode de souscription. Vous avez ici l'image de Twitter Blue. Voilà. Est-ce que ce modèle peut être pérenne? On verra bien. On en est là. Les dernières annonces de Elon Musk datent d'il y a quelques jours, 21 janvier, avec ce Twitter Blue qui pourrait être autour de 10 dollars par mois. Il faudrait voir si en fait les utilisateurs de Twitter sont prêts à payer ce prix-là pour éviter la pub et potentiellement avoir accès à des services un peu plus premium que pourrait offrir le réseau social. Voilà. Avant de passer à vos questions sur le cas, présentation des offres TrainingView pour ceux qui sont en train de chercher leur stage pour 2023. Et si vous voulez débuter ou booster la préparation, c'est maintenant que vous devez chercher pour au moins pour mars, juillet et potentiellement septembre. Vous avez 3 packs sur la plateforme qui sont tous accessibles car sans engagement. Donc, le pack Summer, c'est vraiment dédié au Summer Internship pour ceux qui cherchent à Londres. Et pack Deluxe Premium, c'est pour les off-cycle à Paris. Vous avez dans chacun des packs, dans nos packs, des cours pour réviser toutes les questions qui tombent en entretien, à la fois en M&A sur différentes thématiques. Le cours, en fait, et les cours sont par thématique. Et pour chaque thématique, compta, valo, merger, LBO, process, on a découpé en fait en différentes questions qui tombent en entretien et on y répond. On vous dit quoi dire et comment le dire avec la bonne structure. Enfin, après, on a des cours sur d'autres métiers que le M&A, le PI, l'audit, TS, ECM, DCM, enfin tous les métiers en corporate finance. C'est pareil, le cours est divisé en questions-entretien qui tombent régulièrement. On a aussi 2 cours sur les outils pratiques, Excel et PowerPoint, pour ceux qui souhaitent, par exemple, s'entraîner au test, notamment test en ligne ou que vous pouvez avoir dans les process ou pour vous entraîner en fait à ce que vous allez faire en stage. Après, on a un gros bloc sur de la mise en pratique des concepts théoriques, 300 questions d'entretien qui sont corrigées sur les différentes thématiques, 3 tests techniques en plus, et vous pouvez effectivement, si vous entraîner, faire des tests en ligne directement, voir votre niveau sur 100%, évaluer et puis refaire les tests pour vous améliorer. Vous pouvez suivre votre progression. On a des fiches banques. Sur ces fiches banques, en fait, on décrit le process de recrutement, on présente la banque. Donc, ça vous donne des éléments en fait pour rédiger une lettre de motivation ou pour répondre aux questions de la partie fit. On vous donne des arguments pour répondre à la question pourquoi cette banque, qui est une question posée dans le fit. On vous explique le process de recrutement. On fait une analyse détaillée des deals récents conseillés par la banque. Donc ça, c'est important. C'est aussi une question de fit. Pour donnez-moi un deal récent sur lequel on est intervenu. On fait, donc c'est un peu ce qu'on fait sur LinkedIn pour ceux qui nous suivent, mais en plus détaillé. Et on fait aussi un recap des questions qui sont tombées dernièrement grâce au compte rendu avec nos alumni. Voilà, donc on a 40 fiches sur les principales banques de la place. On a aussi 25 fiches fonds, même principe, sauf qu'à la place des deals, en fait, on explique plutôt le portefeuille. Donc, stratégie d'investissement, participation, exit récent. Okay. Enfin, vous retrouvez sur la plateforme nos webinaires, ils sont aussi généralement publics, et des podcasts exclusifs où on a interrogé des professionnels qui témoignent de leur parcours, de leur expérience et des missions en poste. Voilà. Et pour ceux qui ont suivi ce webinaire, vous pouvez jusqu'à ce soir minuit profiter d'un code promo, 20% de réduction en utilisant le code TY-Twitter. Vous l'avez ici, TY-6 Twitter, jusqu'à minuit ce soir. Et c'est valable sur tous nos packs en finance.
à la fois sans engagement et avec engagement. N'hésitez pas pour ceux qui veulent démarrer ou booster leur préparation. Voilà, j'en ai fini avec ce que je voulais vous raconter. Il me reste quelques minutes pour répondre à vos éventuelles questions sur le cas ou la préparation des entretiens en général. Alors, si vous voulez lever la main pour poser vos questions, n'hésitez pas. Sinon, on peut aussi utiliser le Q&A. On a Thomas qui lève la main. Thomas, tu peux poser ta question. Moi, je voulais simplement revoir la slide numéro 10. Je n'ai pas eu le temps de noter les informations. Quelle était cette page? C'était la slide numérotée 10. Oui, mais c'était quoi les infos sur cette page? Ah, c'était les différentes méthodes de valorisation. Ok, bah, je te les redonne à l'oral. Tu avais le DCF. Alors, c'était le DCF, les comparables boursiers, les transactions précédentes. Et j'ai utilisé aussi pour Twitter le share price, c'est-à-dire la moyenne du cours de bourse de Twitter sur les 6 derniers mois avant l'annonce. Le target price, c'est-à-dire le cours cible des brokers. Et potentiellement, sur la page d'avant, j'avais aussi parlé de la méthode du LBO et du sum of the parts. Est-ce que c'était ça, en fait, que tu voulais? Oui, c'était ça. Bon, parfait. Voilà. Voici les principales méthodes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'ai Max qui a levé la main. Max, tu peux poser ta question. Oui, bonjour. Mes questions, je les ai posées quelques-unes sur la chat. La première, c'était dans les méthodes exposées, on n'avait pas parlé de l'approche patrimoniale. Et justement, la question, c'était est-ce que c'est parce que ça n'a pas de sens pour une boîte comme Twitter d'utiliser cette méthode? La deuxième, je pose toutes les questions. Vas-y. La deuxième, c'est quand vous avez fait la valo de l'equity, il me semble que vous avez soustrait quelque chose que vous avez appelé bridge. Yes. Est-ce que c'est bien la dette nette? Alors, ok, d'accord. Je vais Et puis la répondre. dernière question, c'est vous l'avez fait dans les transactions précédentes, vous l'avez pas fait pour les comparables, vous n'avez pas utilisé LinkedIn. J'imagine que c'est parce que vous l'avez utilisé peut-être après pour les transactions. D'accord, Voilà. ok. Parfait. Alors, pour la première question sur la valeur patrimoniale, c'est la méthode patrimoniale. Effectivement, c'est une méthode de valorisation qui peut être utilisée dans certains cas. Ça consiste en fait à valoriser chaque actif séparément qui compose le bilan de l'entreprise et à faire la somme, grosso modo. D'accord. Puis vous retirez en fait la dette financière nette et vous avez l'equity value. C'est pas très pertinent dans le cas de Twitter. Pourquoi? Parce que généralement, cette valorisation-là, cette méthode-là est utilisée pour des boîtes qui sont en difficulté financière ou en restructuration. En gros, vous valorisez un peu à la casse, c'est-à-dire vous valorisez des actifs, tac, 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 qui se vendent séparément potentiellement à différents repreneurs. Et ensuite, c'est ça en fait, cette méthode. Donc pour Twitter, c'est pas très pertinent, d'accord? Parce que Twitter ne se vend pas à la découpe, à la casse. Valoriser chaque actif peut manquer de pertinence. Après, c'est pas, on l'utilise pas que pour ça, mais dans le cas de Twitter, tu vois, lister les actifs, c'est un peu compliqué. La marque, les utilisateurs, c'est un peu plus compliqué. Si tu as une boîte industrielle avec des usines, avec des terrains, etc., c'est plus facile. Twitter, c'est pas forcément une boîte qui s'adapte bien à cette méthode-là, tu vois. Donc, Okay. en gros, pour répondre vraiment en synthèse, yes, cette méthode-là existe. Oui, tu peux l'utiliser, mais c'est pas très pertinent ici pour deux raisons. Plutôt en utiliser pour des boîtes qui sont en difficulté financière ou en redressement, en restructuration, et plutôt utiliser pour des boîtes industrielles où c'est plus simple de découper les actifs, tu vois, ce qui n'est pas forcément le cas de Twitter. Okay. Ça, c'est pour la première question. Deuxième question, tu m'as dit c'était pour le bridge. Oui. Alors yes, le bridge, en fait, c'est beaucoup de choses. C'est effectivement la dette financière nette, mais ce n'est pas que ça. Donc, tu as la dette financière nette, puis tu as aussi d'autres ajustements que tu fais en moins ou en plus. Alors, je te les cite vite fait. Hein. Après, tu pourras avoir tout le détail sur la plateforme dans le cours sur le bridge. Tu as les intérêts minoritaires, les sociétés de mise en équivalence, les pensions, les provisions, les leases, potentiellement les preferred shares, et je crois que je n'en ai pas oublié. Voilà. Donc, tu as tout ça qui fait partie de ce qu'on appelle justement du bridge, qui permet de bridger, de passer en fait de l'equity value à l'enterprise value et vice-versa. OK.
Troisième question, pourquoi je n'ai pas utilisé LinkedIn sur Le comparable. les comparables boursiers? C'est ça? Oui, oui, c'est tout à fait. Bonne question. Effectivement, j'ai utilisé en fait sur les transactions. Donc, je préfère en fait ne pas forcément utiliser avant. Et effectivement, je ne sais plus exactement si LinkedIn est encore coté aujourd'hui. C'est une bonne question, il faudrait vérifier. Tu vois, D'accord, ok. déjà. Donc, en fait, c'était racheté par Microsoft. Je pense que ça a peut-être été retiré de la cote. Donc, je pense, donc en fait, si LinkedIn n'est plus coté, je ne peux plus l'utiliser. Mais en fait, si tu veux, j'ai utilisé en fait pour prendre le comparable des brokers et les brokers m'ont pas donné LinkedIn, ils m'ont donné d'autres les boîtes que j'ai utilisées. Et je pense que la raison est peut-être que LinkedIn n'est plus coté. Donc si vous pouvez vérifier, mais ça serait une raison. Et sinon, effectivement, on peut ne pas utiliser parce qu'on a fait sur les transactions. Mais je suis pas sûr que ce soit coté, tu vois. Voilà. Ok, ça marche. Très bien. Je t'en Merci prie. beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions qui veulent lever la main? Oui, on a Alexandre et Théo. Donc d'abord Alexandre. Du coup, je sais pas si tu m'entends, mais Ouais, je bonjour, t'entends. bonjour Guillaume. Salut. Je sais pas si tu as regardé un petit peu les considérations de financement au niveau des banques qui ont syndiqué une grosse portion de la dette et qui se retrouvent au final un petit peu bloquées avec la dette dans leur bilan, en fait, vu que les conditions de financement elles étaient complètement différentes au moment où le deal il a été signé et après avec la remontée des taux. Du coup, je voulais savoir ce que tu en pensais. Ok, alors je t'avoue, j'ai pas trop d'informations sur ça. Moi, j'ai fait un snapshot du financement au moment où Musk a annoncé en fait ce financement bancaire au printemps. Après, voilà, ça reste un financement bancaire, donc il y a une part de risque. On verra comment ça peut être remboursé. Mais tu vois, le nantissement des actions, en fait, ça reste quand même plutôt une condition de sécurité pour les banques. Enfin, voilà, après, en fait, sur le financement en détail, notamment les conditions du financement, est-ce que c'est variable? J'ai pas forcément d'informations là-dessus, donc je peux pas trop en parler, tu vois. Mais si ça vous intéresse, je vous invite à effectivement aller regarder en fait les prospectus et les informations données par les banques pour avoir plus d'informations, quoi. Complètement. Merci Guillaume. Je t'en prie, Alexandre. Ouais. Et Théo, qui avait une question, tu peux la poser. Oui, bonjour. Salut. Vous m'entendez, oui. Moi, j'avais une question. Tout d'abord, merci pour cette présentation. J'avais une question sur votre avis concernant la pertinence de faire un DCF sur une entreprise comme Twitter, parce que il me semble que c'est plus pertinent d'arriver à maturité normalement à la fin du business plan projeté. Et Twitter étant une entreprise qui, je pense, ne sera pas forcément mature d'ici 6 années, quelle est la pertinence de faire un DCF sur une entreprise de ce type-là? Non, tu as raison, c'est un bon point. C'est un bon point. Alors, c'est vrai que quand vous faites un DCF, généralement, il faut que la boîte arrive à maturité à la fin de l'horizon explicite parce que ça doit représenter, si vous voulez, le niveau de cash flow, on va dire, sur le long terme que la boîte peut générer. C'est assez présomptueux de penser qu'en 2027, on va avoir le cash flow sur le long terme de Twitter. Et c'est une limite de la méthode pour Twitter, tu vois. Après, est-ce que en fait, cette limite est suffisamment élevée pour ne pas utiliser la méthode? Je sais pas, tu vois. En tout cas, moi, c'est pas le choix que j'ai fait, mais tu peux contester, tu vois. En vrai, c'est un bon point, tu peux contester la méthode. Moi, j'avoue que je voulais avoir un data point additionnel. Je pense que pour l'exercice, c'était aussi intéressant de vous montrer le DCF. Et puis, il y a quand même des notes de broker qui donne des prévisions financières, tu vois. C'est quand même une boîte qui génère du chiffre d'affaires et qui génère de l'EBITDA, qui est rentable. Donc, c'est des critères, des premiers critères, en fait, pour pouvoir faire un DCF. Après, le critère de la maturité, tu as raison. Je pense que ce que j'aurais pu faire, et ce que j'ai pas fait ici, c'est que j'aurais pu pousser l'horizon explicite sur plus longtemps. C'est-à-dire qu'au lieu de faire sur 6 ans, j'aurais pu le faire sur 10-12 ans, tu vois. Alors, bien sûr, tu vas me dire, et tu as raison, ouais, mais tu vois, dans 10 ans, comment tu peux faire? Ces prévisions sont peut-être moins fiables. Tu as raison, hein, c'est vrai, tu vois, mais après, il faut bien faire quelque chose. Une valorisation, c'est forcément subjectif, c'est un modèle, donc c'est une simplification de la réalité. Mais je pense que ce qui aurait pu être pertinent pour, on va dire, pour augmenter la crédibilité de la méthode DCF pour Twitter, c'est peut-être faire un horizon, non pas de 6 ans, mais 10-12 ans, tu vois. Ça veut dire que j'aurais dû tirer le BP sur 10-12, sur quasiment 8-9 ans, tu vois. Entre 6 et 9 ans. Bon, je ne l'ai pas fait, mais ça aurait pu être un moyen de crédibiliser cette méthode, quoi. Voilà. Mais Ok, c'est super. pertinent, tu vois, ce que c'est. On peut en fait contester, tu vois, l'utilisation de certaines méthodes. Dans certains cas, c'est juste.
Voilà. Très clair, merci beaucoup. Ouais, je t'en prie. Est-ce qu'il y a encore des mains levées? Pour l'instant, non. OK. Tac, tac, tac. J'ai une question, je prends juste une ou deux questions sur le Q&A avant de conclure. Mariam qui me demande si dans les packs d'entraînement, il y a des tips sur le networking. Yes, il y a un cours en fait sur les candidatures où on vous donne des tips sur CV, la motivation et networking. D'accord, donc ça, c'est compris. Il y a Olong qui me demande s'il a trouvé un nouveau CEO depuis son sondage. J'en sais rien. Je n'ai pas suivi. Effectivement, il y a eu un sondage un peu spectaculaire en décembre où on lui demandait aux abonnés s'ils devaient rester à la tête de Twitter. Je n'en avais pas parlé, mais je vous invite à aller voir ça. C'était assez intéressant. Voilà, quelques questions. Tac, tac, tac. Une question aussi. À combien estimes-tu la prime de contrôle, 20-30% sur ce deal? Est-ce que tu penses, et penses-tu que des raisons de Musk hors ego et liberté d'expression qui pourraient justifier ce deal, Twitter étant bien différent d'autres projets d'Elon Musk comme Neuralink, Tesla ou SpaceX? Yes. La prime de contrôle, généralement, c'est 20-30%. Yes, c'est ça. J'ai pas d'autres informations, mais tu as juste en fait la prime, si tu veux, par rapport au cours de bourse avant l'annonce. Là, tu as une référence. Donc ça, c'est plus du 30-35%. Ça peut être ça, en fait, la référence, tu vois, par rapport au cours de bourse avant les rumeurs. Tac, quelle prime, tu vois. Sinon, en fait, il faut valoriser les synergies. Et il faudrait voir si des brokers, en fait, ont donné des informations sur les synergies estimées par Musk. Je n'ai pas eu cette information, tu vois. Donc, mais il faudrait peut-être voir des brokers récents pour voir si jamais il y a cette information, ça peut être intéressant de calculer ça. Ensuite, d'autres raisons d'Elon Musk, j'en ai pas forcément, tu vois. Je pense qu'effectivement, tu as une question une question en fait de liberté d'expression qui doit exister, effectivement. Tu as une question d'ego qui est assez forte. Après, voilà, je pense que c'est principalement ça, à mon sens. Mais après, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager. Et c'est vrai que ce projet-là est très différent des autres, mais je pense que c'est aussi un projet de notoriété, tu vois, et qui peut aussi faire parler des autres projets, quoi. Tout le monde connaît, enfin, le grand public qui ne connaissait pas forcément Musk il y a un an, le connaît un peu mieux maintenant. Ça peut aussi avoir des retombées positives sur d'autres projets, tu vois. Mais bon, encore une fois, c'est des hypothèses. Voilà. OK, peut-être s'il n'y a plus de questions, je vous propose de finaliser la session. Pour ceux qui ne nous suivent pas encore, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. Bon, on met beaucoup d'actualités financières sur les deals récents, notamment dans la presse. Et ça vous aide pour ceux qui vont aller avoir des entretiens. C'est toujours bien d'être acculturé au business. Voilà. Et pour ceux qui veulent débuter au booster préparation en bénéficiant du code promo TY Twitter, je le répète, jusqu'à ce soir, n'hésitez pas. On sera ravis de vous accompagner dans vos recherches. Merci à tous. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Prochaine rencontre de Training New, mardi et mercredi prochain. On aura notamment une associée du BCG qui nous parlera de son parcours pour le conseil en stratégie. Donc, n'hésitez pas à suivre ces actualités et vous serez au courant. Voilà. Merci à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée.